Vous êtes juif? Oui. C'est pas grave, moi aussi. Nous interrompons un instant notre programme pour diffuser un bulletin d'information spécial. Ethiopia, abstain. France, yes. Greece, no. Il est toujours comme ça? C'est son côté agaçant, il faut qu'il parle. Je suis sûre que vous serez séduit quand vous le connaîtrez mieux. Ça change tout. Bonjour, bienvenue pour ce magazine que vous propose chaque semaine le Fonds social juif unifié et l'appel unifié juif de France. Ça s'appelle Ça change tout et nous sommes ensemble jusqu'à 19h30. En cette presque fin du mois de juillet, l'émission d'aujourd'hui sera consacrée à une rencontre, et une belle rencontre, puisque dans quelques minutes, nous entamerons une rencontre avec Barnea Chassid, consul général d'Israël depuis 4 ans dans notre belle région et qui rentre à Jérusalem, qui termine sa mission, et donc nous l'avons rencontré pour pouvoir évoquer avec lui ses années passées en Provence. Ça change tout est une émission mixée par Olivier Lovero, animée par Xavier Nataf, avec donc des belles rencontres et des belles musiques. Nina shasia womra wosuma Grantu apa odimu wosuma grantio Osuma fuore ko Zion yakopo bia konko Osha sasia ewo Sio ejo Kumem adini beko jojo emano fupan Enjo mehu krono yankupon krono
Barnéa Hassid, après 4 ans de mission à Marseille dans le sud de la France, plus que quelques jours avant que vous ne retourniez en Israël avec votre famille. Alors, pour commencer cet entretien, quel est un premier bilan comme ça, à grands traits de ces 4 ans ? C'est difficile. C'est très difficile de répondre à ce genre de questions parce qu'il s'agit de 4 ans chargés de énormément d'événements, énormément d'émotions, énormément d'actualités qui changent de jour en jour. Des choses qu'on voulait faire, qu'on n'a pas réussi bien faire, des choses qui ont réussi d'une manière spectaculaire, des contacts humains qui ont été créés, une découverte d'un territoire et d'un peuple du sud de la France, les liens avec les communautés juives. C'est tellement dur de faire un bilan, surtout quand on est encore plein dedans, que j'aurais dit que je peux juste décrire la situation dans laquelle je me trouve, qui est un sentiment de grande satisfaction, de grande joie du travail accompli et de grande tristesse de quitter les amis, tout d'abord les amis qu'on s'est fait ici et les gens avec qui on a travaillé et laisser tellement de mémoire et tellement de projets qui ont soit commencé, pas encore terminé, on verra peut-être la suite, de loin on va les suivre, soit vraiment voir un travail accompli et aussi des déceptions, il y avait de tout. Alors je crois qu'en général c'était 4 années merveilleuses pour moi, qui seront inoubliables pour notre famille aussi, et que Marseille nous manquera beaucoup. Vous avez choisi, en travaillant au ministère des Affaires étrangères, vous avez fait presque toute votre carrière, ce genre de vie, c'est-à-dire aller en mission, et vous avez déjà eu des postes en Afrique, à Paris, au Canada, donc le fait de s'attacher à un territoire, de connaître des institutions, et puis au bout d'un moment, 3 ans, 4 ans, repartir en Israël. Est-ce que vous diriez que cette période-là, quand même, des 4 années que vous venez de passer dans le sud de la France, est quelque chose de particulier ? Oui, je pense que pour moi, c'était tout d'abord la première fois que je suis chef de mission et que mon poste et ma mission se composent de l'accumulation de responsabilités sur tous les niveaux. Au fait, je suis responsable des activités de la représentation de l'État d'Israël sur tous les niveaux et sur tout le territoire. Et cette charge crée une situation très complexe où en même temps on gère des situations qui peuvent être très banales, de gestion administrative, de gestion consulaire, avec des gros projets, avec des contacts et des échanges avec les plus hautes personnalités politiques qui peuvent se succéder l'un après l'autre. Et alors la nature du travail est différente, mais je dirais aussi que le territoire marseillais est différent. Marseille, c'est une ville exceptionnelle pour moi, avec un caractère, avec une histoire très profonde qui est très remarquable, qui se ressemble beaucoup de ses caractéristiques méditerranéens avec mon pays, avec Israël, et qui m'a beaucoup facilité le contact humain et les échanges sur place. Et bien sûr, ce travail-là qui implique des échanges très intensifs avec les communautés juives du sud de la France, avec qui j'ai passé des moments extraordinaires, parfois difficiles, parfois des grands moments de joie. On a passé ce temps main dans la main, toutes les festivités, les manifestations, les moments de tension. Et je pense que la grande partie de l'emploi de temps de cette fonction-là a été en implication des activités avec la communauté juive, avec qui j'ai eu des échanges qui m'ont beaucoup enrichi et qui ont beaucoup contribué, je pense, à cette bonne ambiance et le bon fonctionnement et la réussite de d'une grande partie des activités que nous avons menées. J'ai un souvenir d'il y a environ 4 ans, quand vous alliez venir à Marseille, que vous étiez venu comme ça quelques jours avec votre épouse faire un repérage, disons, à Marseille. Vous m'aviez raconté, comme c'est d'ailleurs très souvent le cas, que quand vous avez annoncé que vous veniez en mission à Marseille, beaucoup vous avez dit « Ouh là là, ça va être terrible ». C'est vrai, et les Marseillais le disent souvent, qu'ils souffrent d'un problème d'image, comme Israël d'ailleurs. Et je me suis dit, voilà encore
un point d'identification que je me suis senti très facilement. Et Marseille, en la connaissant maintenant, je le savais avant parce que j'ai demandé ce poste sans hésitation. Je savais que j'ai bien passé mon temps ici et qu'il n'y a rien à craindre. Et aujourd'hui, je peux le certifier et l'affirmer que malgré l'image qu'elle a, et c'est une image qui est en train de tourner, hein, notamment suite à l'année capitale européenne de la culture, Marseille, c'est une ville qui a tellement à offrir à ses habitants. Et elle est tellement belle, vraiment, elle est merveilleuse, elle a des points si jolis. Et elle est aussi une capitale régionale d'une région qui est une des plus belles du monde. Je pense que de plus en plus, c'est reconnu par, je ne le dis pas seulement en point de vue personnel, mais dans les médias internationaux. Et l'image de Marseille est en train de tourner. Et je suis sûr que dans l'avenir, c'est très promettant pour cette ville-là qui deviendra sans doute très attractive à l'image, comme on a l'habitude de comparer à Barcelone ou d'autres villes dans le monde. Moi, je pense à, je ne sais pas, San Francisco ou d'autres villes qui sont des capitales régionales importantes au niveau culturel et économique. Alors, on va essayer de rentrer un peu plus dans les détails. Beaucoup de choses ont été faites à partir du Consulat général d'Israël, de projets que vous avez développés, de choses que vous avez réussies, de choses qui ont moins bien marché ou qui se développeront plus tard. Un des axes sur lesquels vous avez beaucoup travaillé, c'est la question économique. Tout à fait. Avant de venir, je peux vous dire que personnellement, je suis très attaché aux questions économiques et ça m'intéressait beaucoup. Et je me suis dit que, avant d'arriver, en regardant les statistiques, que c'est pas normal que deux pays si développés économiquement, qui sont si proches de côté de la Méditerranée, se trouvent dans le 15e, le 20e rang d'échanges commerciaux des deux côtés, import-export, et qu'il fallait faire quelque chose pour changer cette situation. Et je me suis impliqué avec Marie-Laure Cohen au service commercial du consulat économique pour essayer de changer la donne. Nous avons vraiment fait un grand travail de profondeur du terrain en allant vraiment en chaque chambre de commerce, en chaque zone industrielle du sud de la France, en essayant de tisser des liens, en essayant de faire venir des experts, en essayant de sensibiliser le monde économique pour essayer de briser, au fait, je ne sais pas si c'est des murs ou des grandes barrières d'incompréhension ou d'écart qui existent entre les hommes d'affaires des deux côtés. On peut essayer de les analyser, mais j'imagine qu'il y a plusieurs obstacles qu'il faut surmonter. Mais le potentiel qui est là et doit être mis en, je pense, pour moi, ça a été une des premières priorités à surmonter. Et j'espère que nous avons semé des grains qui vont donner leurs fruits dans le futur, parce que il fallait vraiment d'abord travailler sur les consciences et essayer de faire connaître mieux les capacités que propose l'économie israélienne. Il faut faire comprendre l'esprit israélien, qui n'est pas toujours semblable à l'esprit français, et essayer de créer un langage commun pour marcher et travailler ensemble. Et j'espère que dans l'avenir, on verra de plus en plus d'échanges à ce niveau-là qui sont vraiment essentiels, au niveau économique tout d'abord, mais aussi pour se faire connaître, et au niveau humain aussi, parce que les hommes d'affaires apportent derrière eux beaucoup d'autres activités et peuvent permettre après le rapprochement des sociétés. Alors il y a eu quelques affaires, quelques dossiers importants, je pense notamment au dossier Agresco. Le dossier Agresco était un mélange, je dirais, d'une guerre de délégitimation d'Israël avec des conflits intérieurs dans cette compagnie qui en fin de compte a fait faillite, et qui, malgré les grandes volontés qui existaient à l'époque d'ouvrir une grande ligne d'exportation de produits frais israéliens à travers un port du sud de la France, le port de Sète, malheureusement avec un grand investissement local dans des infrastructures pour accueillir cette marchandise, la compagnie a fait faillite et elle a été mal gérée.
Et ça n'a pas pu se faire réaliser pour cette raison-là, une raison commerciale. Ce qui n'a pas empêché, bien sûr, les détracteurs d'Israël à dire que c'est une action de boycott d'Israël qui a bien marché. Mais ce n'est pas du tout le cas. Et là, je l'affirme, cette compagnie-là et bien sûr les partenaires locaux en France voulaient bien accueillir cette ligne navale israélienne d'exportation. Malheureusement, ça n'a pas bien marché et je le regrette, je suis le premier à le regretter. Et puis il y a eu d'autres projets qui au contraire se sont développés, ont réussi d'amener un certain nombre d'acteurs économiques de la région en Israël par exemple. Tout à fait. On a fait des délégations économiques dans des grandes manifestations. Je pense au domaine de l'eau, de la cybersécurité. Il y a aussi des investissements israéliens qui ont été faits pour notre grand plaisir dans le sud de la France. Il y a l'usine des engrais enrobés. C'est une usine high-tech israélienne de Haifa Chemicals, qui est une grande compagnie qui se trouve dans la ville de Haïfa, qui a investi 5 millions d'euros pour ouvrir à côté de Montpellier une usine et elle a créé des emplois. Et c'est le cas aussi, il y a une grande présentation de la compagnie Netafim, qui est un grand, je dirais, une grande marque israélienne qui est présente dans le sud de la France, et bien d'autres qui sont là, en train d'échanger avec, je dirais, aussi au niveau de la ville de Nice et du côté de Toulouse dans différents domaines aéronautiques. Et je pense que là, vraiment, il y a différents éléments qui sont déjà très actifs et qui vont se construire dans l'avenir. Et j'espère qu'ils vont emmener d'autres opportunités d'affaires pour les hommes d'affaires du sud de la France. Autre domaine dans lequel Israël a de grandes relations avec le sud de la France et réciproquement, c'est le domaine de la culture. Alors il existait déjà un certain nombre de choses, mais pendant votre période, Barnea Hassid, de 4 ans où vous étiez là, des choses se sont développées et puis il y a eu un événement quand même assez mémorable qui est effectivement Marseille, capitale européenne de la culture. Oui, je crois que le domaine de la culture, dans ce domaine-là, Israël a une image d'une grande puissance mondiale, ici dans le sud de la France. Suite à un grand travail qui a été fait pendant des années avant mon arrivée, je dirais que tous les opérateurs culturels, tous les dirigeants de grands festivals, des grandes institutions culturelles du sud de la France ont eu différentes occasions de connaître des artistes israéliens, de se déplacer en Israël et de tisser des liens qui ont ensuite permis à inviter un nombre grandissant d'artistes israéliens. On les voit de plus en plus dans différents domaines, en fait dans tous les domaines de la performance artistique, sur quasiment tous les festivals avec lesquels on est en contact. À un point où aujourd'hui, je pense qu'on peut dire qu'Israël, les artistes israéliens sont déjà tellement bien connus dans le sud de la France qu'ils ont déjà leur contact direct, ils sont invités directement par les organisateurs français. Et c'est pour notre grande joie de les voir venir, de se faire inviter, ce qui ne nous empêche pas de continuer à explorer de nouveaux terrains, de nouvelles possibilités, notamment dans le domaine des muséales ou d'autres domaines de performance artistique, pour faire venir de plus en plus. Vous avez bien fait pour mentionner l'année capitale européenne de la culture, qui bien sûr pour Marseille, c'est vraiment un événement, moi je crois, je peux me permettre de dire que c'est un événement historique qui a placé Marseille dans un nouveau angle de créativité. C'était déjà une grande ville culturelle, mais maintenant elle s'est placée sur le niveau mondial. Et dans ce cadre-là, pendant cette année 2013, nous avons eu beaucoup de possibilités et nous les avons bien essayé d'exploiter à faire venir le plus grand nombre d'artistes israéliens pour participer vraiment dans cette énorme panoplie de spectacles qui a été offerte au public. Et dans ce cadre-là, je crois qu'Israël était le pays qui a fait venir le plus grand nombre de spectacles étrangers. Et c'est pas seulement moi qui le dis, c'est les organisateurs du festival et les dirigeants de la ville de Marseille. Israël était le premier pays étranger à présenter des spectacles dans ce cadre-là, et c'était une année super chargée pour nous. Nous avons travaillé vraiment je dirais d'une manière très intensive pour faire venir le plus possible, pour créer des grands partenariats avec tous les organisateurs.
Et les résultats sont là, une cinquantaine de spectacles qui ont été présentés sur tout le territoire, dans tous les domaines de performance, avec aussi une semaine très particulière autour de Yom HaAtzmaut, une semaine qui a été organisée par une association locale, Ushpizin et le consulat, autour du thème du Bauhaus à Tel Aviv, et qui a bénéficié je dirais, de l'accueil de la ville de Marseille au pavillon M. Et dans cette semaine-là, il y avait aussi de grands partenariats avec la communauté juive qui nous a beaucoup aidés à organiser et à mener ces activités-là et à qui nous sommes vraiment très reconnaissants. Alors du coup, quand on est consul général en mission, on a un certain nombre d'obligations, et dans les obligations que vous avez eu des obligations culturelles. Vous avez dû découvrir ou redécouvrir le Festival d'Avignon, le Festival de Cannes, Montpellier Danse, et alors vous repartez avec du coup un certain nombre de centaines de spectacles et de films vus peut-être. C'est vrai, je peux dire vraiment calmement et sereinement que pendant les 4 années de mission ici à Marseille, j'ai vu plus de spectacles culturels que dans toute ma vie, je pense. Et c'est quelque chose qui, pour moi, est un cadeau magnifique, je pense, qui m'accompagnait. C'était épuisant aussi, mais j'ai pu m'exposer à la culture israélienne, aux artistes israéliens, d'une manière très abondante. Et je peux dire qu'aujourd'hui, je peux permettre de me présenter comme quelqu'un qui connaît assez largement la danse moderne israélienne, les artistes de jazz, les musiciens israéliens et d'autres... Peut-être le cinéma aussi ? Le cinéma, j'allais en parler. On a eu des festivals de films israéliens, le plus important sur Marseille, mais il y en a aujourd'hui sur quasiment 4 villes du sud de la France, des festivals de cinéma israélien qui se présentent année après année. Et on a le choix de voir toutes les nouvelles créations de l'année en avant-première ou au fil de la programmation qui se fait aussi dans le cadre commercial. Et là, vraiment, je peux dire qu'à travers la culture, qui faisait une grande partie de ma mission et de mes déplacements et de mes rencontres sur place, j'ai pu avoir la joie de faire montrer Israël à travers les yeux de ces artistes d'une manière directe et qui a touché vraiment les points les plus sensibles de l'actualité, des points qui sont parfois très israéliens, mais qui sont aussi universels. Et dans ce cadre-là, le public français a pu voir qu'Israël, c'est un pays comme tous les autres, avec des citoyens qui font face aux problèmes du quotidien comme tous les autres, avec un angle particulier qui est l'angle de l'actualité israélienne, qui est un pays particulier, spécial, sous vraiment où les citoyens vivent parfois sous des conditions qui ne sont pas habituelles, mais qui doivent quand même faire face aux problèmes de la vie de tous les jours que tout le monde en a. Et là, j'ai eu de la joie vraiment de pouvoir présenter Israël sur cet angle-là. Et je remercie notamment vous-même, qui est un grand organisateur de festival de films, d'avoir monté ce festival, le tenir pendant une quinzaine d'années, et d'autres organisateurs d'autres festivals, et bien sûr à travers les différents cadres des organisations communautaires qui pendant toute l'année, je pense à Judéi Ciné, présentent les actualités du cinéma israélien qui sont très très importantes pour la communication de la société israélienne à l'étranger. Alors le corollaire de cette activité économique, de cette activité culturelle, c'est, j'allais dire, le côté plus politique, et notamment l'apparition, de ces 4 dernières années, du boycott d'Israël à travers des manifestations culturelles. Vous avez dû faire face à cette montée, effectivement, un peu angoissante, en tout cas préoccupante, du boycott d'Israël à travers les festivals, à travers l'économie, bien sûr. Alors,
pour bien dire, il ne faut pas oublier que le boycott d'Israël, ce n'est pas un nouveau phénomène. C'est quelque chose qui a été inventé depuis la création de l'État d'Israël. Et je ne parle pas avant la création, le boycott des Juifs, etc. Et je ne dis pas, je le dis vraiment parce que je crois que le boycott d'Israël, c'est un phénomène antisémite. Ce n'est pas quelque chose qui est politique, c'est quelque chose qui a à faire avec l'exclusion d'Israël et la volonté de la diaboliser et la délégitimer son existence. Alors c'est vraiment un phénomène qui est politique, mais qui a à faire beaucoup aux pressions qui sont beaucoup au-delà du politique, c'est des pressions culturelles, et c'est la façon c'est pour ça que ça nous emmène à traiter ce genre de phénomène d'une manière plus précise. Ceux qui veulent boycotter Israël, c'est pas ceux qui veulent dialoguer avec Israël, c'est pas ceux qui veulent avancer vers la paix, c'est pas ceux qui veulent aider les Palestiniens. Ceux qui veulent boycotter Israël, c'est justement, ils ont les buts qui sont juste le contraire. Ils veulent accentuer les tensions et ils veulent mettre Israël avec le dos au mur pour qu'elle fasse arrête vraiment de communiquer avec la société du monde, arrête d'être un pays comme les autres et petit à petit à se faire pousser dans une situation où elle sera maltraitée au niveau national comme ce qui a été fait auparavant au niveau personnel par rapport aux Juifs. Pendant mon mandat, pendant ces 4 années, nous avons, comme vous avez bien dit, eu à faire face à ce genre de manifestations de BDS contre des activités économiques ou culturelles. Il faut dire que c'est des toutes petites minorités qui mènent ce genre de manifestations, quelques dizaines de personnes qui essaient de manifester. Parfois, ils sont un peu plus laids que des manifestations un peu plus huileuses que d'autres. Mais je ne pense pas qu'au niveau des faits publics, ça a marché. Le problème avec ce genre de manifestations, c'est que ça crée une opinion publique et ça crée des réticences vis-à-vis des partenaires qui veulent travailler avec Israël, qui ne veulent pas se mêler avec des problèmes qui n'ont rien à voir. Et c'est là-dessus que nous ne pouvons pas accepter ce genre de manifestation, parce qu'Israël, c'est un pays démocratique, c'est une démocratie qui se défend face aux agressions que tout le monde connaît, de tous les niveaux. Elle essaye de le faire et de se défendre avec vraiment les moyens les plus sophistiqués au niveau humanitaire pour ne pas atteindre aux civils ou aux non-combattants. Mais par contre, quand on se défend, il y a des dégâts qui sont créés et on ne peut pas diaboliser, délégitimer Israël de faire une autodéfense tant que d'autres pays dans le monde et même autour d'Israël sont en train de faire des activités qui sont 1000 fois pires et qui ne sont jamais critiquées. Et dans ce cadre-là, on voit qu'il y a 2 poids 2 mesures et on ne peut pas l'accepter. Et cette affaire de boycott d'Israël est illégale en France comme ailleurs dans le monde. Et les autorités françaises sont bien conscientes et ne l'acceptent pas, comme la grande majorité de l'opinion publique française. Et il ne faut jamais accepter ce genre de manœuvre. Et je crois que tout est bien mené pour contrer ce genre d'activité anti-israélienne. Fin de la première partie de cet entretien. On vous retrouve Barnea Chassid tout de suite après les titres des informations, quelques pubs pour une seconde partie et pour évoquer avec vous ces 4 années passées à Marseille. Deuxième partie de Ça change tout. Merci pour les titres de ces informations. On en retrouvera le développement un petit peu plus tard sur l'antenne aujourd'hui. Dans Ça change tout, l'émission consacrée à l'identité et à la culture juive, émission du Fonds social juif unifié de l'Appel unifié juif de France. Nous avons un grand invité, un grand témoin, Barnea Chassid, consul général d'Israël à Marseille, qui termine ses 4 ans de mission. Et nous sommes avec lui pour évoquer justement toutes ces réussites, ces rencontres, ces impressions personnelles aussi tout au long de ce passage à Marseille et dans le sud de la France. On le retrouve tout de suite après une pause musicale toute israélienne. Celle-là évoque la formidable compagnie de danse de la Bat Sheva. Eloheinu, 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 שבשמיים ובארץ.
מי יודע, שניים אני יודע, שני לוחות הברית, אחד אלוהינו, 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 שבשמיים ובארץ. שלושה אני יודע, שלושה אני יודע, שלושה שני לוחות הברית, אחד אלוהינו, 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 שבשמיים ובארץ. ארבע אני יודע, ארבע אני יודע, ארבע אמהות, שלושה אבות, שני לוחות הברית, אחד אלוהינו, 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 שבשמיים ובארץ. חמישה אני יודע, חמישה אני יודע, חמישה חומשי תורה, ארבע אמהות, שלושה אבות, שני לוחות הברית, אחד אלוהינו, 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 שבשמיים ובארץ. שישה אני יודע, שישה אני יודע, שישה סדרי משנה, חמישה חומשי תורה, ארבע אמהות, שלושה אבות, שני לוחות הברית, אחד אלוהינו, 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 שבשמיים ובארץ. שבעה אני יודע, שבעה אני יודע, שבעה ימי שבתא, שישה סדרי משנה, חמישה חומשי תורה, ארבע אמהות, שלושה אבות, שני לוחות הברית, אחד אלוהינו, 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 שבשמיים ובארץ. שמונה אני יודע, שמונה אני יודע, שמונה ימי מילה, שבעה ימי שבתא, שישה סדרי משנה, חמישה חומשי תורה, ארבע אמהות, שלושה אבות, שני לוחות הברית, אחד אלוהינו, 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 שבשמיים ובארץ. תשעה מי יודע, תשעה אני יודע, תשעה ימי לידה, שמונה ימי מילה, שבעה ימי שבתא, שישה סדרי משנה, חמישה חומשי תורה, ארבע אמהות, שלושה אבות, שני לוחות הברית, אחד אלוהינו, 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 שבשמיים ובארץ. עשרה אני יודע, עשרה אני יודע, עשרה דבריה, תשעה יחלנה, שמונה ימי מילה, שבעה ימי שבתא, שישה סדרי משנה, חמישה חומשי תורה, ארבע אמהות, שלושה אבות, שני לוחות הברית, אחד אלוהינו, 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 שבשמיים ובארץ. 11 אני יודע, 11 אני יודע, 11 כוכביה, 10 דבריה, 9 ימי לילה, 8 ימי מילה, 7 ימי שבתא, 6 סדרי משנה, 5 חומשי תורה, 4 אמהות, 3 אבות, 2 לוחות הברית, 1 אלוהינו, 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 שבשמיים ובארץ. 12 אני יודע, 12 אני יודע, 12 שבטיה, 11 כוכביה, 10 דבריה, 9 ימי לילה, 8 ימי מילה,
שירה למשנה, שישה ספרי משנה, 5 חומשי תורה, 4 אמהות, 3 אבות, 2 לוחות הברית, אחד אלוהינו, 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 שהשמיים ובארץ. 13 מי יודע, 13 אני יודע, 13 מדיה, 12 שבטיה, 11 כוכביה, 10 נבריה, 9 יפי לידה, 8 ימי מילה, 7 ימי שנה, 6 סדרי משנה, 5 חומשי תורה, 4 אמהות, 3 אבות, 2 לוחות הברית, ואחד אלוהינו, 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 שבשמיים ובארץ. Il semblerait que les relations entre la France et Israël au plus haut niveau, que ce soit avec les politiques, avec les élites de façon générale, n'aient jamais été aussi bonnes. Est-ce que vous partagez ce sentiment que dans les interlocuteurs que vous avez rencontrés, notamment les élus, mais aussi les gens qui sont, disons, aux manettes des institutions, ont un rapport avec Israël qui est un rapport sain et intéressant? Je crois que j'ai eu la chance de rencontrer durant mon mandat ici les dirigeants politiques du sud de la France qui sont les plus grands amis d'Israël. Je ne vais pas nommer des noms parce qu'il y aura toujours ce que j'oublie, mais qui sont peut-être détachés des affaires d'État de haut niveau qui se gèrent entre les capitales, et que quand sur le niveau local ils regardent Israël et la société civile israélienne, ils l'admirent. Et à juste titre, il admire la Startup Nation, la High-Tech Nation, la grande puissance culturelle qui est Israël, les Israéliens et les habitants du sud de la France qui se ressemblent tellement au niveau du caractère et du niveau de l'approche de la vie, etc., font que les contacts humains sont très faciles et que les dirigeants politiques du sud le sentent que l'approche humaine avec les Israéliens, avec les dirigeants de leur niveau local est très facile. Dans ce cadre-là, on a vu que dès que les rencontres ont été effectuées, le contact a été facile, humain et chaleureux. Il y avait vraiment beaucoup de visites des deux côtés qui ont été effectuées, des délégations de maires, des délégations de dirigeants politiques, des élus qui sont allés en Israël, des élus israéliens qui sont venus ici, que nous avons accompagnés et qu'on a vu qui ont beaucoup bénéficié dans ce cadre-là. Et je pense que c'est un grand atout pour un consul général israélien de travailler face aux dirigeants politiques qui sont ouverts à Israël, qui s'intéressent à Israël, qui veulent mener des activités d'échange avec Israël. Et je pense que dans l'avenir proche ou plus lointain, les dirigeants du sud de la France vont continuer dans ce chemin-là et vont assister, vont pousser à agrandir ces échanges-là parce qu'Israël a beaucoup à proposer. Elle est très intéressante et très attractive pour les Français comme pour les autres peuples du monde. Et on voit qu'aujourd'hui Israël reçoit des délégations qui viennent un peu partout dans le monde pour bénéficier de son savoir-faire, de son monde culturel, chacun avec ses domaines d'intérêt, pour visiter comme ça un touriste, bien sûr, et bien sûr en tant que la terre 3 fois sainte, pour ceux qui veulent faire du pèlerinage, ils sont tous les bienvenus. Et en Israël, ils sont bien accueillis. Et tous ceux qui reviennent de ce voyage en Israël, ils viennent en disant que c'est vraiment, ils ont découvert un pays merveilleux qui souffre aussi d'un problème d'image. Mais quand on revient de là-bas, on sait qu'il y a quelque chose de très particulier dans l'air en Israël, dans l'ambiance, dans le caractère humain, qui est très attractif et très intéressant pour les visiteurs étrangers. Alors parlons de ça justement, vous avez évidemment évoqué la relation tout à fait particulière qu'un consul général d'Israël a avec la communauté juive, une relation naturelle, compliquée parfois, mais naturelle, parce que vous êtes le représentant d'un État et pas le représentant d'une communauté, donc parfois l'amour que les Juifs de France ont pour Israël fait que les cartes sont un peu brouillées, mais parlons
justement plutôt des non-juifs que vous avez eu l'occasion de rencontrer, des Marseillais et plus largement des habitants du sud de la France que vous avez eu l'occasion de rencontrer, avec qui vous avez tissé des liens. Est-ce que justement vous diriez qu'il y a eu des belles rencontres, des belles expériences, peut-être des amitiés que vous ne soupçonniez pas? Comme j'ai dit dès le début, en arrivant ici, j'étais accueilli d'une manière merveilleuse par les Marseillais, les habitants du sud de la France. Pas seulement des communautés, bien sûr, les communautés juives m'ont accueilli vraiment d'une manière qui était si chaleureuse et si confortante que je me suis senti soutenu tout le temps dans toutes mes activités et que je savais que toujours j'aurais avec qui mener des actions ou des réactions, ou avec qui consulter, avec qui avoir des dialogues. Et c'était vraiment une grande famille qui m'a accompagné pendant tout ce moment-là. Par rapport à votre question, les non-juifs aussi, que j'ai rencontrés dans des domaines culturels, économiques, politiques, même des hommes de foi, d'autres religions, musulmans, chrétiens catholiques, chrétiens protestants, etc., ont toujours vraiment exprimé une grande ouverture et admiration envers Israël, une grande volonté de connaître et d'organiser des activités, en sachant que nous avons passé quand même ces années-là dans des contextes politiques assez compliqués. De temps en temps, il y avait des tensions qui nous ont empêchés de faire des différentes activités. Si j'ai un petit regret à ce niveau-là, c'est la délégation des imams israéliens qu'on a fait venir d'Israël il y a 2 ans, que nous avons voulu faire rencontrer avec leurs coreligionnaires français à Paris et dans d'autres villes, et aussi ici à Marseille, et qui n'étaient pas, à mon grand regret, pas bien accueillis par les imams locaux, sauf une seule communauté, la communauté comorienne. Ils ne voulaient pas vraiment en parler un peu avec des conditions de vie musulmanes. Mais leur arrivée ici a été vraiment, pour moi, un des événements phares de mon mandat, parce qu'on a eu l'occasion de présenter d'abord la diversité de la société israélienne, la liberté de la religion musulmane en Israël. Ils ont eu l'occasion de présenter leur vie, comment ils mènent leur vie religieuse dans tous les domaines. Il y avait un imam du sud, un bédouin du sud, il y avait un imam du nord d'Israël, il y avait l'imam de la ville de Jaffa, Tel Aviv, et c'était vraiment une expérience particulière que j'espère bien qu'il pourra se renouveler avec les contacts qu'on a ici. Je vais citer l'imam Chalgoumi, qui fait un travail gigantesque je dirais de réveil, pour briser les tabous entre les musulmans et les juifs en France. Il est un homme très courageux, avec des messages très clairs, que j'espère qu'il va réussir à conquérir de plus en plus de territoires dans son œuvre, je mentionnerai aussi Madame Latifa Ibn Ziaten, qui emmène des groupes de jeunes français, musulmans, des différentes villes de France à visiter Israël. Je pense que c'est un travail très très important, parce qu'il y a des tabous et il y a des images déformées d'Israël et des Juifs ici au sein de ces populations, et que je pense que s'ils connaîtraient juste la réalité, pas vraiment plus que cela, ils changeraient beaucoup d'état d'âme par rapport à Israël, et ça aurait pu contribuer beaucoup pour baisser les tensions, et je le souhaite en tout cas pour la France et la société française. Alors pour la dernière partie de cet entretien, je voudrais aborder des questions, j'allais dire, plus personnelles. 4 ans, c'est une tranche de vie dans son parcours personnel, le vôtre, une tranche de vie évidemment professionnelle, une tranche de vie aussi pour le couple et le chef de famille que vous êtes, puisque vous êtes venu avec 3 enfants et adolescents, et évidemment eux, 4 ans c'est énorme, ils ont grandi, votre fille va aller à l'armée là en rentrant, ça va changer beaucoup de choses. D'un point de vue plus familial, vous diriez quoi de ces 4 ans ici ? D'abord, il faut le savoir que c'est un mode de vie qui a été choisi avec mon épouse, avec ma femme Gal, en début de carrière, en sachant que si on devient diplomate, c'est-à-dire que toute la vie,
c'est une vie de nomade qui change toutes les 4 ans de pays, d'ambiance, de culture. Et avec Gal, on a fait ce choix. Les enfants n'ont pas fait le choix. Malheureusement pour eux, ils n'étaient pas encore nés, ils n'ont pas pu exprimer leur opinion. Et c'est vrai que pour les enfants, c'est très difficile au début. Ils doivent, surtout quand on est un enfant, quand on est obligé de quitter ses amis, de quitter la langue qu'on parle et s'adapter de nouveau à un nouvel cadre, je dirais scolaire, un nouvel cadre social. Se refaire des amis toutes les 4 années, c'est très, 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 très dur. Et c'est vrai que le début était très dur. Mais là, au terme de ces 4 ans de mission, je pense qu'ils ont bénéficié d'expériences que pas beaucoup d'enfants ont à cet âge-là, de découvrir de nouveaux mondes, de se faire des amis du monde entier. Ils étaient dans des écoles internationales et maintenant on voit qu'ils ont des amis un peu partout dans le monde. Et ils sont vraiment grand ouverts vers le monde, c'est-à-dire ils sont profondément israéliens dans leur culture, ils parlent hébreu, ils ont des amis israéliens de naissance, ils ont maintenu grâce aux réseaux sociaux des liens et des contacts qui vont tout de suite reprendre en rentrant en Israël, mais ils ont aussi cet atout-là de pouvoir maintenant connaître les pays du monde, ne pas avoir peur à s'ouvrir, à voyager, à communiquer avec des étrangers. Et je pense que pour eux, c'est un grand atout, malgré bien sûr la grande charge qui est le départ et la rentrée dans différents pays qu'ils ont eu à vivre. Je pense qu'au niveau familial, pour nous, personnellement, ça nous a soudés. Le fait qu'on est nous seuls qui font ce parcours si particulier. On est une famille qui est très forte dans ses liens, on fait beaucoup de choses ensemble, entre nous, on se comprend mieux, on a des expériences que seuls nous avons vécues dans différents contextes. Durant ces 4 ans, mais bien avant aussi, nous avons aussi traversé des moments difficiles ensemble, des fêtes, des fêtes familiales, parfois qui se font loin de la famille, loin des amis, qui se font parfois à l'étranger, dans la solitude. Et c'est des choses qui sont particulières. Alors je pense que c'est à eux de dire, ils vont nous juger comme chaque enfant juge ses parents. Ils vont nous juger quand ils grandiront, ils vont nous dire est-ce qu'ils sont satisfaits de cette vie qu'on leur a imposée. Mais personnellement, je pense que ce mode de vie pour les enfants a été une grande satisfaction. Pour Gal, mon épouse, il faut savoir que les épouses de diplomates sacrifient leur carrière et qu'elles ne peuvent pas mener une carrière quand on est obligé de quitter toutes les années, toutes les 4 ans, un poste. On ne peut pas vraiment évoluer au niveau hiérarchique dans leur poste de travail. C'est un sacrifice et on le reconnaît. Et parfois aussi, quand on est à l'étranger, les époux, on ne parle pas assez. Les époux des diplomates, ils sont un grand soutien pour le diplomate d'un côté, et de l'autre côté, ils font un grand sacrifice. Et si j'ai cette petite occasion, alors je remercie Gal vraiment tous pour cette décision, ce choix et son soutien. Mais je pense que c'est un parcours mutuel que nous menons ensemble, et nous évoluons ensemble, en fait, au niveau personnel, familial, mais aussi au niveau professionnel avec elle. Et je pense qu'aussi au niveau personnel, elle a vécu beaucoup d'expériences qu'elle ne regrette pas pendant ces 4 ans ici. Elle s'est fait beaucoup d'amis aussi. En dehors du contexte diplomatique et professionnel, elle a fait ses études ici. Elle a eu des échanges de ce niveau-là aussi, qui n'avaient rien à voir avec la fonction qu'on a tenue ensemble. Et je pense que si on lui demandait qu'elle sera posée cette période-là sur le côté positif aussi. Vous repartez dans quelques jours en Israël pour une mission que vous ne connaissez pas encore, mais enfin en général, vous allez vous poser un peu à Jérusalem, au ministère, avant de repartir dans une future mission. J'espère en tout cas qu'on aura à nouveau des contacts avec vous, que malgré la distance qui est finalement pas si grande entre Israël et Marseille, on aura l'occasion de rester en contact. Je voudrais vous dire publiquement, au nom du Fonds social juif unifié et plus largement de la communauté juive, vous remercier de la qualité des échanges que nous avons eus, de la profondeur, l'amitié.
je peux aussi la qualifier comme ça, de ce qu'on a pu échanger pendant ces 4 années. On a cheminé ensemble, chacun à nos niveaux, et vous avez vraiment représenté l'État d'Israël avec une grande réussite, et c'est l'occasion publiquement de le dire ici. Merci. Moi aussi, de mon côté, je voudrais remercier de plein cœur tous ceux qui ont été là à côté, en soutien, en parallèle, qui ont veillé de loin, qui ont toujours eu un bon mot d'encouragement quand il fallait de le faire. Et à chacun quand il fallait se manifester à côté d'Israël, pas personnellement au niveau du consulat. Je pense à la grande manifestation pendant la guerre. On a traversé avec les communautés juives des moments difficiles. Je pense aux attentats, l'attentat de Toulouse, j'étais là. Et des moments de tension, la montée de l'antisémitisme. Je me sens vraiment très attaché à Marseille, aux communautés juives du sud de la France. Je pense que après cette mission-là, en différent des autres, je resterai en très fort lien et contact avec différents gens, et je continuerai à suivre de près toutes les évolutions des situations dans le sud de la France, en France en général, qui m'intéressent beaucoup. Et aujourd'hui, vraiment, je crois que je peux certifier que je reviendrai, peut-être pas en tant que consul général, mais je ne peux pas me détacher de Marseille. On est trop attachés là. Alors je remercie et je dis pas au revoir. C'est-à-dire, je dis au revoir et à bientôt. C'est sûr que je reviendrai. Merci Barnea Chassid et bonne route. Merci beaucoup. Hakuna Matata. מה? אקונה מטאטה. זה אומר אל תדאג. אקונה מטאטה. איזה משפט מדהים. אקונה מטאטה. לא טירוף חושים. שלא תדאג עוד עד לסוף הימים. תסגל לך תורת חיים. אקונה מטאטה. אקונה מטאטה? כן, זה המוטו שלנו. מה זה מוטו? לא כלום, שלא ימות מהמוטו. שמע ילד, שתי המילים האלה יפתרו את כל בעיותיך. נכון מאוד, קח את פומבה למשל. כן, כשפומבה היה צעיר. חזיר יבלות צעיר. יפה מאוד. תודה. הריח שהפיץ היה איום ונורא, כל חיות הסוואנה הסתלקו במהרה. נשמתי רגישה, אך אורי גס ועב. זה מכאיב שקרוביי לי מפנים את הגב. והוא הבושה! הוא הרגיש כה אשם! עוד תחליף את השם! השם לא אשם! ותמיד כה סבלתי! איך המרגש? בכל פעם היי, פומבה, לא לפני הילד! סליחה. אקונה מטאטה, זה משפט כה מדהים. אקונה מטאטה, לא טירוף חושים. שלא תדאג עוד עד לסוף הימים. כן, שיר, ילד! תסגל לך תורת חיים. אקונה מטאטה. ברוך הבא לביתנו הצנוע. אתם גרים כאן? גרים איפה שבא לנו. כן, הבית הוא איפה שאתה נמצא. יפה כאן. אני רעב. אני כל כך רעב שהייתי טורף זברה. נגמר לנו מלאי הזברות. אולי איילה? היא פה? לא. תקשיב, ילד, אם תחיה כאן, תצטרך לאכול כמונו. היי, זה נראה מקום טוב לגרד ממנו משהו. פוי, מה זה? תולעים, מה זה נראה לך? איכס גולי. טעם של עוף. מלוכלך, אבל די משביע. זה מעדן נדיר ביותר. חריף, אבל לא יותר מדי. אתה תאהב את זה. אני אומר לך, ילד, זה כיף חיים. אין חוקים, אין התחייבויות. זה יש מילוי בפנים. ומעל הכל, אין דאגות. ובכן, ילד? בסדר, אקונה מטאטה. מלוכלך, אבל משביע. בדיוק.
Vous avez certainement reconnu une des musiques phares du dessin animé de Walt Disney, Le Roi Lion, en hébreu, bien sûr. Merci encore Barney Aracid pour cet entretien en longueur et pour cette magnifique collaboration pendant vos 4 années de mission à Marseille et dans le sud de la France. Fin de Ça change tout, émission que vous pouvez podcaster et réécouter à l'envie en allant sur notre page Facebook. C'est Christine Bartoli qui s'occupe de nos réseaux sociaux. L'émission était mixée par Olivier Lovero, présentée par Xavier Nataf et mise en onde par Marie. À la semaine prochaine pour l'ultime émission avant les vacances.